Alain Cataille, agriculteur, aurait sans doute aimé être un fakir pour savoir à quel moment l'État va déclarer la Réunion victime de calamités naturelles. Il est vrai que Fakir a fait beaucoup de dégâts lors de son passage sur l'île. Il est vrai aussi qu'on aurait aimé avoir un Fakir pour anticiper un autre phénomène. On est dans ces politiques. Bonsoir. Alain Cataille, Araï. Bonsoir, monsieur Ramoudou. Alors, j'allais dire, et c'est ce que j'ai dit depuis mardi de ce jour où Fakir est passé, ce phénomène climatique, celui-là, on ne l'a pas vu venir. Ben écoutez, à notre grand étonnement, oui, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens se posent des questions parce que on était prêt à aller travailler à 8h30 et puis tout d'un coup, le vent, la pluie, etc. C'est vrai que c'était assez dangereux. Moi-même, j'étais sur mon exploitation après. Il y avait des tôles chez le voisin qui étaient emmenées à pratiquement 700-800 mètres plus loin. Alors j'imagine dans un tourbillon comme ça, on reçoit une tôle en pleine figure où on est blessé, quoi. Donc on se pose la question, comment ça se fait que la météo n'a pas vu venir un tel phénomène? En tout cas, ce qui est surprenant, c'est qu'on voit que l'agriculture, la nature d'une manière générale, a été la première victime de ce phénomène, et les agriculteurs découvrent peu à peu que finalement, c'est eux qui sont les grandes victimes de cette catastrophe. Écoutez, en tout temps, partout dans le monde, la production agricole reste quand même assez fragile dès qu'il y a des catastrophes naturelles ou autres, que ce soit des tremblements de terre, des variations de climat, etc. On voit en métropole avec la grêle, le froid, etc., les semences. Donc, c'est vrai que l'agriculture est la première source d'alimentation pour la société, pour l'homme, et que dès qu'il y a une catastrophe naturelle ou dès qu'il y a des incidents de telle sorte, c'est le premier touché. Alors, passer le moment de stupeur, de surprise, passer ces moments où on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne s'y attendait pas du tout. Quel était le constat à la Cataille sur les exploitants agricoles? Je pense que vous avez fait le tour un petit peu avec les autres agriculteurs, voir un peu leur exploitation. D'abord, la vôtre, quels sont les dégâts sur votre exploitation? Écoutez, quand on est agriculteur et qu'on arrive une heure après et qu'on voit, moi par exemple sur mon exploitation, tout était à plat, même les cannes étaient à plat. Alors pourquoi c'était choquant? Parce que d'habitude un cyclone passe toujours au mois de janvier, donc les cannes sont assez courtes, assez à terre. Ouais. Donc on voit l'eau à passer à travers, etc. Tandis que là, on est à pratiquement 2 mois de la récolte. Normalement, fin juin, l'usine va ouvrir ses portes. Et à 2 mois de la récolte, on a tous les cannes par terre, donc on ne sait pas trop aujourd'hui à quelle sauce on va être mangé, comment on va faire, déjà pour les récolter, pour empêcher tous les autres suites du cyclone, qu'on en parlera plus tard, c'est-à-dire les rats, les mauvaises herbes qui vont envahir parce que les champs vont avoir une pénétration du soleil, etc. C'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, c'est assez désolant. Et on se dit, au fond, pour nous, c'est une année de perdu. Alors, comment on va faire? Comment on va travailler avec l'administration? Et aujourd'hui, le bras de fer a commencé avec tous ces organismes, que ce soit les banques, l'administration, etc., pour voir comment, justement, faire pour qu'on se relève dignement de cette situation difficile. D'abord, il y a le constat. D'abord, constater ce qui a été perdu, et définitivement perdu. Quel est le préjudice aujourd'hui pour vous d'abord, et ensuite pour l'agriculture locale? Alors moi, je pense déjà, si on parle de la filière canne, la filière canne est un peu à part puisqu'on pourra faire vraiment les calculs, je veux dire à la virgule près, juste après la campagne sucrière, par rapport au tonnage qu'on a récolté l'année dernière et les années précédentes, et par rapport à ce qu'on va récolter cette année, en tenant compte de tout ce qu'il va y avoir, c'est-à-dire les grèves, les machins, etc. Sur l'agriculture en général, moi j'ai vu mes collègues, et que je suis désolé pour eux, par exemple tous les maraîchers, tous les champs il n'y a plus rien, soit été ravinés par l'eau, soit les serres ont été écrasées, les champs de bananes ont été détruits. Une parenthèse là-dessus, parce qu'on sait, ils attendaient un mot de la préfecture de Météo France pour savoir s'ils devaient débâcher ou pas leurs serres. Ça a beaucoup joué, le fait qu'on leur a pas dit qu'il fallait que le vent allait être très fort, qu'ils auraient dû débâcher, parce que les bâches étaient prévues pour des vents de 150 km/h, mais ils n'ont pas tenu face à des vents que certains disent de 120 km/h. Écoute, c'est simple à voir. Quand on roule sur la route aujourd'hui, on voit des simples petits panneaux,
des panneaux que les gens ont mis dans leur cours, souvent qui ont été écrasés, aplatis. On a vu là en entrée le panneau centre commercial qui était aplati. Alors imaginez maintenant des bâches, où le vent qui vient dedans, où ça n'a pas été débâché. Effectivement, quand c'est débâché, ça reste les arceaux. Donc le vent passe à travers, des fois ça plie pas, mais bon, ça permet justement... Il y a une chance sur deux pour que ça tienne. Voilà, une chance sur deux que ça tienne. Au jour d'aujourd'hui, tout est écrasé, c'est-à-dire l'investissement chez l'agriculteur est encore plus important pour pouvoir remettre son exploitation en état. Là, on parle surtout des maraîchers. Des maraîchers. On va revenir au plantage de canne, aux agriculteurs qui font de la canne, comme vous. La question, je reviens aujourd'hui, c'est à quel moment vous allez savoir? Est-ce qu'il y a une opportunité pour que la saison sucrière débute plus tôt, parce qu'il faudra couper plus tôt, parce que les cannes risquent de pourrir vu l'état où elles sont, ou vous avez demandé ça, ou alors vous avez demandé des moyens pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, quoi. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, quand on veut marcher, il faut mettre un pied devant l'autre. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir à La Réunion, et ça depuis 20 ans on se bat pour ça, La Réunion ne bénéficie pas des fonds calamités agricoles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en métropole? Quand il y a une catastrophe, il y a des fonds calamités agricoles qui peuvent être débloqués par le ministère de l'Agriculture très rapidement. La Réunion bénéficie toujours, et depuis 20 ans, parce que moi-même je l'avais demandé depuis 1994, 95, 96. À l'époque, vous étiez donc au syndicat agricole. Voilà, j'étais président des jeunes agriculteurs. Ouais. On avait demandé à ce qu'on puisse bénéficier de ces fonds agricoles et non pas des fonds de secours interministériels. 20 ans après, 25 ans après, on est toujours un peu à traîner, à la traîne derrière le chariot, derrière le wagon du développement qui se met en place. Et là, c'est un travail des députés, de nos élus à le faire. Et oui, quand je discute avec certains députés, sans citer de nom, il y en a qui découvrent, qui voient l'agriculture comme quelque chose qui apparaît, etc. Ils ne s'intéressent pas de l'agriculture. Alors, on a des fois des simples amendements à faire pour demander déjà que La Réunion puisse bénéficier des fonds calamités agricoles. Est-ce que c'est le moment pour les agriculteurs de se réunir et surtout de sensibiliser et de mobiliser les parlementaires, je parle des députés et des sénateurs, pour qu'un amendement puisse être déposé soit au Palais Bourbon à l'Assemblée nationale, soit au Palais de Luxembourg au Sénat, pour que enfin La Réunion, on le voit aussi, parce que c'est une parenthèse que j'ouvre, par exemple sur la lutte contre la leucose bovine, La Réunion est exclue du plan national. Là, on parle de calamité agricole suite aux événements climatiques. La Réunion n'est pas intégrée non plus dans ce plan national. Est-ce qu'il y a un moment, il faudrait que les politiques, de manière générale, les parlementaires en particulier, se saisissent de ce dossier pour essayer de trouver une égalité au niveau des moyens? Écoutez, pour moi, on n'a même pas à les demander. Ça fait partie de leur boulot. C'est leur travail. Ils sont payés. C'est pas comme ça que vous allez les inciter à venir. Oui, mais il faut les choquer des fois. Parce que moi, à mon avis, ils foutent rien. Il faut les choquer parce que je ne comprends pas comment... Vous êtes un proche de Virapoulet. Moi, je ne suis pas un proche de Virapoulet, mais même Virapoulet, des fois, il n'a rien foutu quand il était des parlementaires. Alors, j'ai pas envie de... Il n'a pas critiqué les autres. Moi, aujourd'hui, c'est l'ensemble des élus. Quand ils sont élus, ils ont pu regarder leur étiquette politique. Ils sont là pour défendre La Réunion. On en a marre, à chaque fois qu'il y a un cyclone, d'aller dire, ils vont faire un amendement. Ça va prendre quelques mois, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va être indemnisé 3 ans, 4 ans après cette catastrophe. On a pris contact ce week-end avec nos amis de la Guadeloupe qui nous disent, depuis le mois d'octobre, il y a eu la tempête là-bas, et au jour d'aujourd'hui, ils ont rien de concret qui leur disent, voilà, ils vont avoir une enveloppe, ça va être indemnisé. Il n'y a aucune décision qui a été prise. Il n'y a aucune décision qui a été prise. On a vu... On va juste rappeler que c'est un décret généralement qui doit être pris. Non, mais comme c'est des fonds de secours interministériels, c'est pas des fonds calamités. Donc à partir de là, c'est un peu des fonds qui... C'est une décision qui doit devenir d'un ministère et non pas de plusieurs ministères. Plusieurs ministères, de 5 ou 6 ou 7 ministères. Moi, à l'époque, quand j'y étais, on parlait de 7 ministères. Alors réunir les 7 ministres, les 7 cabinets pour trouver des solutions, c'est pas facile. Au jour d'aujourd'hui, dans la canne, il y a des choses à faire dans l'immédiat. Déjà, il faut lutter contre les rats. Parce que la canne est par terre, donc il va y avoir une prolifération des rats qui vont pouvoir venir les manger. Il faut trouver des solutions
pour qu'on puisse alléger déjà, réfléchir comment on allège. Et d'ailleurs, la FDSEA l'a demandé, j'ai vu dans la presse, qu'on puisse faire une année blanche. Une année blanche, c'est quoi? C'est-à-dire, ils vont demander au Crédit Agricole de faire, non pas reporter les crédits qui est lié à l'exploitation de cette année, l'année prochaine, mais de décaler. C'est important, parce que si un crédit se finit, par exemple, en 2020, il va se terminer en 2020. Et non pas se retrouver l'année prochaine ou pendant 2 ans, l'étaler sur 2 ans avec payer 2 fois plus. Ça, c'est important. Ils ont demandé de faire une année zéro pour les charges sociales, la MICSA. Quoi qu'on en dise, il y a toujours des agriculteurs qui payent la MICSA. Et cette année, ils vont pas avoir forcément de trésorerie de production. Et troisièmement, à mon avis, il faut négocier avec l'usine pour voir la date idéale pour ouvrir la campagne, sachant que cette année, on va le faire avec une canne qui aura 1 mois de croissance en moins, puisque l'année dernière, on a démarré très tard. Et deuxièmement, il va avoir une richesse qui est méadique, puisque la canne, du moment qu'elle est couchée, elle va prendre racine au sol, donc il va y avoir beaucoup de non-cannes, de feuilles, de racines, etc., qui va, encore une fois, fausser l'analyse directe de la canne. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'il faut le faire avant le démarrage de la campagne, trouver des solutions. Il y a encore d'autres solutions, à mon avis, qu'on peut apporter. L'année dernière, on a fait 860 000 tonnes de canne. Aujourd'hui, on a des enveloppes de complément de prix qui est basé pour 2 millions de tonnes de canne à peu près. Si on en produit moins cette année, il faudrait que cette enveloppe puisse être utilisée à aider les planteurs. Je dis bien à aider les planteurs parce que qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent? On aide la filière. La filière, c'est-à-dire planteurs et industriels. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les industriels, ils ont eu suffisamment de moyens qui ont été actés dans la Convention Canne pour créer des conditions idéales ou favorables pour fabriquer du sucre. On a les 44 millions d'aides logistiques, on a les 28 millions parce qu'ils ont des surcoûts. Et aujourd'hui, c'est le premier maillon de la chaîne, les planteurs, il faut aider les planteurs. Parce qu'au niveau de l'Europe, on ne parle pas de planteurs de canne, on ne parle pas de planteurs de betterave. L'Europe parle de filière sucre. Donc, automatiquement, l'Europe, lui, va dire, nous, on finance la filière sucre. Et après, débrouillez-vous derrière pour partager. Et jusqu'à présent, les planteurs restent un peu en marge de cette transaction parce que, ils n'ont pas aussi les moyens techniques à présenter des dossiers bien faits au niveau de l'État. Et une question qui va se poser, c'est que les cannes sont maintenant par terre, donc la coupeuse va être un peu moins efficace. Il faudra un peu plus de main-d'œuvre de coupeurs de cannes cette année. Disons, il faudra. Alors, il y a 2 solutions. Soit on va couper beaucoup moins vite pour pouvoir essayer de ramasser. Il est clair qu'il y aura beaucoup de cannes qui vont rester au champ parce qu'elles vont être enfouies sous la paille, etc. Moi, je ne pense pas que les exploitations vont faire appel beaucoup plus de main-d'œuvre parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de main-d'œuvre de coupeurs de canne. On voit bien depuis quelques années, le nombre de coupeurs de canne diminue parce que c'est un travail qui n'attire pas, qui n'est pas forcément qui va attirer les gens, valoriser au niveau des jeunes, etc. La moyenne d'âge des coupeurs sont assez âgés. On ne va pas demander à tous les retraités de venir couper la canne. Moi, à mon avis, il faudra trouver des solutions mécaniques qu'on puisse acheminer et ramasser tous les cannes au champ. Ça va être compliqué à le faire. Il faudra trouver des solutions. Il faudra adapter la machine au champ. Est-ce qu'il faudra demander à l'État de permettre à ceux qui sont bénéficiaires du RSA de garder leur minima et de pouvoir en même temps travailler pendant cette période de saison sucrière? Et ça, c'est un vieux serpent qui revient chaque année. Non, je pose la question, monsieur. On le fait déjà. Et ça n'incite pas plus les gens qui touchent du RSA à venir couper. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est face à une lourdeur administrative. On met en place des systèmes en disant si vous coupez une partie, on vous enlève une partie du RSA, ensuite il faudra refaire la demande, etc. Et ces gens-là butent après avec des gens au niveau des agences de l'emploi ou ailleurs qui ont du mal à remettre en place à 100% leurs indemnités. Donc, ce qui fait les gens, ils ne sont pas très chauds à venir dire on va couper, on couper la canne et puis on va recevoir une partie ou en totalité. Maintenant, si l'État dise que tous les gens qui touchent le RSA peuvent toucher le RSA et partir récolter de la canne en même temps, oui, à mon avis, ça marchera. Mais tout le temps, on mettra en place un système un peu pour fliquer, pour voir s'ils travaillent pas. On a vu depuis la mesure Soissons, ça date au moins de 20 ans,
ils essaient de mettre ça en place, ça ne marche pas. D'accord. Donc, il faudrait inventer un autre modèle. Aujourd'hui, il y a donc cet état de fait aujourd'hui. L'agriculture a beaucoup souffert, aussi bien les maraîchers que ceux qui font de la canne. Est-ce que il y a la foire agricole c'est tout pour bientôt. La question, c'est qu'est-ce que l'agriculture locale doit attendre pour sortir d'une situation qui est aujourd'hui assez dramatique, aussi bien au niveau des maraîchers qu'au niveau de la canne. Est-ce qu'il va y avoir, il y a une démarche? Vous avez été à la Chambre d'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie politique agricole à la Réunion? Est-ce qu'il y a une vision agricole de développement pour la Réunion pour les 20 ou 30 prochaines années? Écoutez, à mon avis, ça c'est le comble. Si je dis, on dira, c'est parce que je suis plus à la Chambre d'agriculture, quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a un modèle de développement agricole qui date de 1976. On a mis en place des petites exploitations pour permettre aux industries de se regrouper. On a utilisé le salarié des usines pour aller produire de la canne sur des petites parcelles, une politique à l'époque mise en place par la SAFER, qui marchait très bien dans les années 70 jusqu'à à peu près 80, 85, on dira, voire 90. Ça a permis un développement de la coopérative, de la production animale à côté, bien sûr bien cadré, avec des petites productions, etc. Aujourd'hui, ce modèle agricole, à mon avis, c'est fini. On voit très bien que la coopérative est en difficulté, on voit très bien que les producteurs de volailles sont en difficulté, les producteurs canniers sont en difficulté parce que soit ils n'ont pas assez de surface, soit ils ne produisent pas assez, le coût de la vie en général, et le coût des produits agricoles, que ce soit le matériel, les denrées, etc., ont tellement augmenté. Je prends un exemple, l'engrais en 2008, 250 €. Aujourd'hui, 50 € la tonne. La tonne, aujourd'hui, 680, 700 €, donc ça a doublé. L'herbicide avec les nouveaux produits, dans la canne, je parle, les nouveaux produits qui respectent mieux l'environnement, il y a 1800 molécules, produits qui ont été enlevés du marché, donc on est passé de 90 € à 300 voire 400 € à l'hectare, de ce qui veut dire ça a augmenté. Et pour faire face à ça, aujourd'hui, le modèle de développement qu'il y avait à l'époque n'est plus adapté. Il faudrait imaginer un autre modèle de développement, mais malheureusement, la Chambre d'agriculture, moi je pense qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ou en tout cas ils ne se sont pas penchés dessus sous forme de séminaires, etc., pour réfléchir à un autre modèle agricole. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut un autre modèle de développement agricole pour pouvoir nourrir la population, produire correctement en respectant l'environnement et produire aussi ce que les gens ont envie de manger, c'est-à-dire des produits qui ne soient pas bombardés d'insecticides, etc. Et au niveau de la canne, à mon avis, avec les nouvelles variétés qu'on a, qui produisent beaucoup plus à l'hectare, avec les nouvelles possibilités de mécanisation, il y a, à mon avis, un boulevard devant nous à développer cette filière canne, tout en gardant une sol cannière respectable, tout en mettant en parallèle une production végétale, vivrière, maraîchère et arboriculteur, sans mettre en danger les autres. Donc, il faut un autre modèle de développement agricole. C'est quand l'élection à la Chambre d'agriculture? À mon avis, c'est l'année prochaine. Vous serez dans la course? Vous allez participer au débat? Vous allez proposer quelque chose? Vous allez faire une liste? Écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai été approché par le président de la FDSEA, Frédéric Vivienne, que je dirais. Je verrai éventuellement si on peut travailler. Quel modèle de développement agricole en place, quel modèle de développement, parce qu'à mon avis, la CGPR, ils sont aussi en bagarre entre eux. Il faut aujourd'hui, il est clair, il faut aujourd'hui que l'État et les gens et les agriculteurs puissent trouver un système harmonieux pour mettre en place le développement agricole. Sinon, il n'y aura pas. Maintenant, les élections aux chambres, bon, c'est vrai que la chambre, c'est un levier qui permet de mettre en place le développement agricole. La chambre, c'est un levier qui va permettre d'actionner avec l'État les fonds pour dire, voilà, on favorise peut-être cette année telle production, on favorise des aides, on favorise l'accompagnement de ces agriculteurs, mais encore faut-il avoir, des gens qui viennent pour travailler pour les agriculteurs et non pas pour un parti politique. Parce qu'à mon avis, il faut laisser la politique politicienne à nos élus.
D'ailleurs, on voit bien, ils sont même pas capables d'aller défendre un dossier à Paris sur les calamités agricoles. Il faut les inciter à aller défendre ce dossier à Paris. Il faut qu'on puisse, nous, être la source de production qui va leur donner du grain à moudre à leur moulin. Il faut mâcher pour eux, il faut les laisser avaler. Si on n'a pas mâché, on n'a pas dit à nos députés, à nos élus, écoutez, il faut protéger les terres agricoles, il faut aller se battre sur tel dossier, etc. Il faut préparer les dossiers pour eux, et ça, on peut le faire à travers la Chambre d'agriculture, parce qu'il y a des compétences au niveau de la Chambre, il y a des techniciens qui sont bons, il y a aussi des gens qui peuvent travailler sur les dossiers, et s'il y a des bons agriculteurs qui peuvent justement orienter, diriger cette politique agricole, à mon avis, on engagera l'avenir dans de bonnes conditions. Sinon, on va vivoter comme on a fait les 20 dernières années, en faisant croire aux agriculteurs, restez sur votre petit lopin de terre, il ne faut surtout pas augmenter, il ne faut surtout pas aller chercher l'euro de plus. Et on voit aujourd'hui que tout le monde, ils sont un peu dans un système, ils sont dans la merde, en un mot. Il y a un point important qu'il faut mettre en place. Il faut qu'on réfléchisse à mettre en place une assurance récolte. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand il y a une calamité, quand il y a un cyclone ou calamité agricole, l'État rembourse 30% de la perte. Et je fais un exemple, un agriculteur qui va perdre 10 000 euros, l'État va rembourser 3 000 euros. Donc, il va rester 70% de sa charge. En métropole, aujourd'hui, le Groupama a mis en place une calamité agricole, des assurances qui permettaient de compenser cette perte par rapport à ce que va donner l'État, etc. C'est pas appliqué à La Réunion. Il faut qu'on réfléchisse, on puisse trouver une solution pour mettre en place une assurance en cas de perte de revenus agricoles. Ça peut être fait par le feu, on a déjà sur le feu, ça peut être fait par un cyclone, ça peut être aussi, je veux dire n'importe quoi, par exemple des vols où l'agriculteur est assuré. Agataï, merci. On a dépassé un petit peu le temps qui nous était imparti. J'avais l'impression d'entendre le discours d'un candidat donc à la prochaine élection à la Chambre d'agriculture. On va suivre un petit peu ce dossier. En tout cas, on verra. J'espère qu'on aura d'autres agriculteurs. On aura de toute façon d'autres personnes qui viendront nous parler de Fakir, mais aussi de politique agricole. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que les choses avancent comme veulent les agriculteurs. Merci Anna Kataï, restez avec nous. Alors, revenons sur un des sujets de société du moment. On parle de retraite. Et la retraite agricole, c'est un sujet aussi qu'on abordera. Et Anna Kataï viendra en parler, j'en suis sûr. Alors, aussi petite soit-elle au niveau financier, surtout après une ponction pour la CSG, une retraite, ça se prépare. Ce n'est qu'ainsi que l'on apprécie mieux le mieux, à l'image de ces deux dames retraitées, très heureuses de leur vie. Comment on vit une journée où vit chaque jour de votre retraite? Le matin, je réveille, et puis j'ai mes animaux à donner à manger, mes poules, mes canards. Voilà, après je nettoie ma maison, je regarde ma télé, et puis ça se passe comme ça. Il y a le sport 2 fois par semaine, et après je fais les seniors là, le salon des seniors. Voilà, tous les vendredis, je m'entraîne. Saint-Benoît, on est 2e, voilà. Où vous la préparez, votre retraite? Oui. Ah oui, parce que je sortais de Sainte-Anne pour aller travailler sur Saint-Denis, Saint-Brapanon, partout. Donc, oui, je suis contente. Pour moi, la retraite, maintenant, c'est le voyage. C'est ça, c'est la belle vie, au fait. Il ne faut pas avoir peur de dire que quand la retraite arrive, il faut dire que c'est le bon moment à profiter. Oui, bien sûr, c'est le bon moment. Avant, on travaille toute la semaine. Le week-end, c'était plus le travail à la maison. Et tandis que maintenant, on est à la retraite, le week-end, on promène. Voilà, on est tranquille. Mais où conseillerait les gens à bien préparer votre retraite? Oui. Mais après, ça vient naturellement quand même. Oui, on sait qu'on est à l'âge de partir à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait? On est content, on est content. Comment on vit finalement chaque jour ou le matin? Maintenant, mais il est content d'être à la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils vivent pleinement, mais ils sortent comme ils veulent, ils rentrent comme ils veulent. Il n'y a pas de souci de travail. Pas de souci de travail le matin. Donc le matin, la marche? Oui. Après? Pas tous les jours, des fois le matin, mais après. Et je fais de la gymnastique aussi le soir, 3 fois par semaine. Dans un club à Gym Plus. Et les petits-enfants? Les petits-enfants, la maman, ils récupère le soir, vers 6h comme ça. Et après, le mercredi, je garde toute la journée.
En tout cas, pour vous, c'est une belle vie de retraité. Ben oui. Que demande mieux? Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore un projet que vous voulez faire? On a quelque chose que vous voulez réaliser? Eh ben non, un projet, non, parce que presque tous les ans, ils partent en vacances chez ma fille en métropole. Ils profitent de la continuité territoriale. Sinon, on voyage avec le club, avec la gymnastique aussi, des fois. En tout cas, votre vie, elle est bien remplie. Oui. Ou on n'y est pas où? Non, on n'y est pas où. Wopé, voilà Isabelle Kichelin, auteure, selon un article publié sur le site de Freedom, gourmande. Elle serait gourmande. Enfin, c'est le bouquin en fait qui s'appelle Gourmande et Gourmande se laisse dévorer avec plaisir. Franchement, je pense que parfois il faut que les gens réfléchissent un petit peu ce qu'ils disent. Alors nous aussi, on va s'en payer une bonne tranche dans Causement Réunionnais. Alors, j'ai bien dit, on va se payer une bonne tranche. Et j'ai pas dit, allons manger un gazon. Donc, bonsoir Isabelle Kichelin. Bonsoir Gisèle. Alors, finalement, j'allais dire, on va quand même montrer le livre. Et pourquoi gourmande? Déjà, on va regarder regardez la couverture. Oui, gourmande. J'ai pas compris. J'ai regardé et je me suis demandé quel était le lien. Quel est le lien entre ce visage, cette bouche et le titre? Et le titre et surtout le contenu du livre et le thème du livre. Alors en fait, Gourmande évoque le thème des violences faites aux enfants et particulièrement le thème de l'inceste à travers l'histoire de 3 personnages. Mathilde, qui a une 40aine d'années, qui est prof de lettres à l'Université de La Réunion. Damien, un de ses étudiants, qui est un jeune rappeur rebelle du quartier des Camélias. Et Marie, la petite amie de Damien au début du livre. Le livre raconte, ces 3 personnages portent des blessures douloureuses de l'enfance et le livre raconte comment au contact les uns des autres, ils vont se servir de béquilles en quelque sorte et essayer de retrouver leur part gourmande, leur soif de vie. En fait, à travers ce texte, j'avais envie de questionner qu'est-ce qui fait c'est quoi l'étincelle de vie qu'on a tous, même si on vit des choses très difficiles, qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie de croquer dans le gâteau de la vie, même si les précédentes bouchées étaient très indigestes. Donc voilà ce titre. Et concernant le visuel, parce que je sais qu'il interpelle beaucoup les hommes, ce visuel. En fait, ce qui m'interpelle sur ce visuel, c'est pas tant que ce soit la bouche d'une femme et une bouche magnifique, c'est la fumée. En fait. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que... Parce qu'elle sort de la bouche, mais elle va vers le nez. Oui, la direction dans laquelle elle va, peu importe. Après, ce choix de visuel était volontaire et complètement assumé parce qu'il a quelque chose d'un peu provocateur et d'un peu dérangeant, ce qui était mon souhait. Parce que le thème de l'inceste est un thème qui dérange. Voilà. Pas seulement, parce que aussi, j'allais dire, les dégâts que cause tout acte violent sexuellement sur un enfant comme sur un adulte, c'est que derrière tout ça, il y a une provocation qui naît après. Quand on parle de gourmande, comment après manger savourer le gâteau de la vie, comment apprécier chaque moment. Et dans le comportement, il y a une provocation. C'est quelque chose qui est réel. Et dans cette photo, la provocation, elle est là. C'est une chose, c'est une réalité. Mais comment en même temps aussi se guérir de cette souffrance qu'on vous inflige? Comment trouver la part de soi dans l'amour, parce que ça reste un proche, souvent c'est le père. Comment aimer et haïr la même personne? C'est tout le questionnement de ce livre. C'est vraiment ce que j'avais envie de questionner. C'est-à-dire que, notamment dans les rapports aux autres, dans les rapports amoureux, dans les rapports amicaux, comment on aime encore après ça, comment on fait encore confiance aux autres après ça. Donc j'avais vraiment envie de questionner ce thème-là. J'étais journaliste précédemment pendant 12 ans et j'ai pas mal écrit sur ce thème-là et j'ai rencontré
un certain nombre de victimes d'inceste, une fois adultes. Je pense que l'une d'entre elles m'a très certainement inspiré le personnage de Mathilde. J'avais été très marquée par la rencontre avec cette femme. Elle m'avait reçue, c'était une chef d'entreprise qui m'avait reçue dans son entreprise, et je suis arrivée, j'ai vu une Wonder Woman qui encadrait ses équipes, qui avait l'air très sûre d'elle, très forte. Et puis elle m'a fait entrer dans son bureau, elle a fermé la porte, elle s'est assise et elle a fondu en larmes. Et là, en face de moi, j'avais une petite fille de 7 ans. C'était très fort comme moment, c'était vraiment très très fort. Une fois que la carapace s'est fissurée, c'était vraiment un moment très intense. Ça, c'est quelque chose. Effectivement, lorsque la carapace se fissure, lorsque la personne ouvre une fenêtre, ouvre la porte tout simplement, il y a tout qui sort en même temps. Et comment on capte son émotion, on capte sa souffrance, parce que la souffrance amène l'émotion. Comment on capte la culpabilité de s'être fait, d'avoir été victime de cette violence. Comment on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir provoqué ça? Oui, c'est aussi... ce sont aussi des thématiques que j'évoque à travers l'histoire de mes personnages. Tout ça, tout ce que tu avances, c'est vraiment des conséquences cliniques que les psychologues constatent chez les victimes, parmi les séquelles. Il y a vraiment un trouble du rapport au corps qui est constaté de façon très fréquente. Évidemment, un trouble des rapports amoureux, trouble du comportement alimentaire, des comportements autodestructeurs, excès d'alcool, excès de drogue, excès de sexe. On le retrouve chez l'un des 3 personnages du livre, Marie, et puis des comportements suicidaires. Et le taux de suicide est également important. Et très élevé, oui. Voilà. Juste se revenir sur la boulimie de sexe, si on peut dire ça, ou l'extrême dans le sexe. J'ai eu, moi, l'occasion d'interviewer une jeune fille. Elle a été violée par son père, par 2 oncles, par son frère. Et donc, victime de tournante, finalement, à un moment donné, elle tournait, elle servait tout le monde, pour être exact. Et après, il y a un moment, le corps a besoin d'avoir ce même rapport au sexe, même si c'est après, même longtemps après, c'est de soigner cette addiction, parce que c'est une addiction. Là, je ne sais pas. J'ai pas suffisamment de bagages. Moi, c'est un roman. Hein. C'est de la littérature. Donc après, je me suis beaucoup documentée. Ouais. Enfin, j'ai lu beaucoup de choses sur le thème de l'inceste, et notamment des livres écrits par des psychologues. J'avais échangé à l'époque où j'étais journaliste avec Madame Geneviève Payette, qui est l'ex-présidente de l'unité de victimologie. Elle est de Sacheux, de Belle-Pierre. C'est ça. Mais malgré tout, moi, je suis pas psy. Moi, j'écris. Non. Mais donc, du coup... Justement, ça nous donne, en tant que journaliste déjà, et en tant qu'écrivaine aussi, ça donne aussi une posture, parce que on reçoit et on remet sur un papier. Et on remet sur un papier ce que nous, on a compris, ou qu'on a ressenti, ou qui nous a touché. Bien sûr. Après, là, ce qui est très différent, et je pense que c'est pas un hasard que j'arrive à écrire mon premier roman maintenant, après tant d'années, parce que j'écrivais de la poésie depuis l'enfance, des fictions courtes. Et mes 12 années de journalisme, je n'ai absolument plus eu d'écriture littéraire, comme si l'excès de réel me fermait à tout imaginaire. Quoi. C'était vraiment... Toutes les années où j'étais journaliste, j'avais plus d'écriture comme ça. On va juste rappeler qu'elle a été journaliste au Quotidien, puis au Journal de Lille. Exactement. Puis en Nouvelle-Calédonie, groupe R100. Donc du coup, je pense que je disais que c'est pas étonnant que je l'écrive maintenant que je ne suis plus journaliste et que je suis plus dans cette réalité. Du coup, là, moi, c'était vraiment une écriture littéraire, c'est-à-dire que contrairement aux articles que j'ai pu écrire sur le thème de l'inceste, là, j'étais vraiment dans l'intériorité de mes personnages. Et c'est ça qui est magique avec la littérature, c'est de se mettre à la place des gens et d'imaginer qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir, comment ils pourraient réagir à ce moment-là. Voilà. Et à travers ce récit, ce roman,
c'était de voir que finalement, quelque part, à partir de souffrance, il reste l'espoir de croire en quelque chose, Oui. de croire en soi d'abord, Mm. et de voir que l'autre, qui a aussi vécu des choses aussi graves, aussi dramatiques, peut être aussi l'autre. L'autre peut aussi apporter quelque chose. Bien sûr. Je crois que c'est vraiment... s'il y a un message que j'aimerais qu'il soit retenu de ce texte, c'est vraiment celui-là, quoi. C'est celui d'abord d'apprendre à s'écouter soi, d'entendre ses blessures, de les accueillir, de les accepter, et puis d'ouvrir la porte aux autres. Et puis peut-être d'être conscient, parce que c'est un peu le parcours de ces trois personnages, c'est que progressivement, ils découvrent les fêlures des autres personnages, et en fait, progressivement, ils prennent conscience que autour d'eux, comme eux, tout le monde a envie d'être heureux, et tout le monde n'a pas envie de souffrir. Et voilà. Mais il y a aussi une chose qui est vraie, c'est que quelque part aussi, c'est de découvrir que autour, il y a aussi des gens qui souffrent, peut-être pas des mêmes conséquences, mais qui souffrent également, qui ont aussi leur topic, qui ont aussi leur névrose, qui ont aussi leur traumatisme. Et ça, c'est aussi une... Je dis pas que ça aide. Si, ça aide, en fait. Finalement, ça aide. Mais enfin, moi, je crois que dans la vie, on est tous logés à la même enseigne là-dessus. C'est que tous, on souhaite être heureux, et tous, on a déjà connu la souffrance. Tous, on est sur un parcours semé d'embûches, et qu'il faut, quand on tombe, il faut toujours se relever, parce que sinon, on reste là. C'est ça. Et j'ai eu deux expériences vraiment intéressantes récemment. L'association Lire pour en sortir, qui intervient dans les prisons, m'a invitée à échanger autour de ce roman auprès des détenus à la prison du Port et à la prison de Domingeau. Et donc les détenus que j'avais en face de moi avaient lu le livre. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et certains m'ont fait des retours qui m'ont beaucoup touchée. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment apprécié dans ce texte le fait que ça soit pas une vision manichéenne. C'était pas d'un côté les méchants, d'un côté les gentils, et que le livre montrait la complexité de l'être humain, et que voilà, les violences, elles se construisent à plusieurs, quoi. Et que, quand on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de nuances de gris. Oui. C'était pas un jeu de mots volontaire, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Il y a beaucoup de gris, et ça me fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman, entre gris clair et gris foncé. Oui, c'est un peu ça, oui. Ouais. Pour revenir à ce roman, Isabelle, comment on passe de journaliste à attaché de communication? Après, on se dit non. Voilà, c'est mon tour à moi, parce que vous avez fait la promotion d'auteurs, d'écrivains, et d'un coup, vous avez dit non, ça va être mon tour à moi. Le moment est venu que pour moi de faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est d'écrire quelque chose. Alors, c'est un chemin progressif. Je pense que message, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre à tout le monde. C'est oser, vraiment oser. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu écrire. Mais je ne sais pas pourquoi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, peut-être aussi parce que en France, et peut-être encore plus à La Réunion, il y a comme ça une espèce de vision de l'écrivain comme quelque chose qui n'est pas accessible, qui n'est pas pour nous. Donc voilà, c'était un espèce de rêve comme ça, mais qui semblait complètement irréalisable. Donc du coup, j'ai été d'abord libraire. Premier métier, contact avec les livres. Et puis ensuite, journaliste, c'était une façon d'écrire sans écrire. Voilà. Et en fait, c'est mon blog qui m'a ramené à l'écriture de fiction, à la poésie d'abord, et puis ensuite à des petits textes courts. Donc j'ai un blog qui s'appelle marcel.mondoblog.org, qui est hébergé sur la plateforme de Radio France Internationale.
Et j'ai allé en formation en Côte d'Ivoire avec des blogueurs du monde entier et beaucoup de blogueurs du continent africain. Et on nous a demandé de lire en groupe un texte de fiction. Parce que moi, au début, sur mon blog, je faisais que des textes journalistiques. En fait, je continuais à être journaliste sur mon blog. J'écrivais des articles sur les artistes de La Réunion. Et du coup, c'est cet exercice-là, et ce moment, je pense que je me rappellerai toute ma vie, ce moment où j'ai lu, j'avais jamais partagé mes textes, des choses plus intimes, où je l'ai lu à d'autres. Et il y a aussi un élément, c'est qu'à la presse, on nous dit toujours les faits, rien que les faits. On est rationnel, on est porté par une déontologie, on est porté par une méthode d'écriture. Et là, d'un coup, il faut sortir d'un cadre rigide pour aller dans l'imaginaire. Ce travail-là, c'est particulier. Magique. C'est magique. C'est que moi, j'ai eu l'impression, et c'est là, j'anime des ateliers d'écriture. J'ai appelé ça l'écriture bienveillante. Ça mêle atelier d'écriture et méditation de pleine conscience en direction des publics qui sont confrontés à des violences. On va juste prendre 2 minutes pour expliquer ça. D'abord, l'écriture bienveillante, c'est d'écrire des choses toujours positives, je suppose? Non. Alors, l'écriture bienveillante, c'est un programme donc, que j'ai élaboré qui associe les techniques de l'atelier d'écriture, donc écrire soit de l'imaginaire, soit du témoignage, et qui associe ça à des exercices de méditation de pleine conscience. Et la méditation de pleine conscience, c'est une pratique laïque qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques ces 10 dernières années. Et il a été prouvé que cette pratique, qui consiste en fait à se concentrer sur l'instant présent, ce qui est quand même intéressant pour les gens qui ont vécu des violences, des études ont montré que cette pratique-là améliore l'attention, lutte contre le stress et améliore le rapport à l'autre. Donc c'est pour ça que j'utilise ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'écriture bienveillante, c'est une technique qui aide à mieux comprendre les autres, à mieux se comprendre soi et à mieux comprendre les autres. C'est écrire pour se vouloir du bien. Donc, c'est écrire tout en revivant ou en vivant le moment présent. Oui. D'accord. La question, et il nous reste 2 minutes, la question, Isabelle Kichelin, c'est aujourd'hui, dans cette démarche-là, quel est l'objectif d'Isabelle Kichelin? Écrire. Évitement, on dira en psychologie. Écrire. Non, là, mon objectif, là, c'est d'écrire. J'ai arrêté mes activités de communication. Je développe ces ateliers d'écriture bienveillante. J'ai déposé ce projet au concours des Assises de l'Outre-mer. Donc là, j'anime ces ateliers. Et puis, je suis en train d'écrire mon 2e roman. Déjà commencé? Oui. D'accord. Alors, ça parlera de... Ah, c'est trop tôt pour en parler. D'accord. J'ai essayé. Isabelle Kichelin, merci en tout cas pour d'être venu nous présenter ce premier roman. En tout cas, un roman qui a eu les faveurs de la presse. En tout cas, la presse a été assez dithyrambique dans les adjectifs utilisés pour parler de ce livre. J'ai pas eu l'occasion de le voir, j'espère avoir l'occasion de le lire en tout cas, et de revoir Isabelle Kichelin sur ce plateau pour parler de l'écriture bienveillante. J'aimerais bien vous réinviter pour qu'on puisse parler de ça, voir un petit peu exactement ce que ça fait et ce que ça apporte. Et je pense qu'on va détailler ça avec 2 ou 3 personnes avec qui vous travaillez. On aura l'occasion de faire ça. Merci. D'accord. Merci Isabelle Kichelin. Nous, on arrive à la fin de on va juste vous montrer une dernière fois le roman Gourmande. Une très belle histoire, un très beau roman et je crois surtout une très belle leçon de vie. Merci Isabelle Kichelin. On va se quitter puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François et à Alain donc pour leur collaboration technique toujours très fructueuse et efficace. Merci donc à eux. Moi, je vous dis, portez-vous bien. Commencez bien votre soirée sur Télé Créole. À demain.